La capitale de la Chine s'étend sur 16 800 km² et elle compte, en cette année 2012, près de 20 millions d'habitants. Si nous la comparons à la Belgique, elle est environ la moitié moins grande pour le double de population. Pour nous jeter dans le bain de cette énorme ville grouillante, nous allons commencer par la découverte de son métropolitain. Début 2011, celui-ci comptait 336 km et 14 lignes. D'ici 2020, il possédera 30 lignes et 450 stations. Première surprise, à l'entrée de toutes les stations, pour accéder au quai, il faut passer ses sacs dans un détecteur de métaux, comme dans les aéroports. Pour voyager, il est possible d'acheter une carte de transport. C'est un pass, valable dans le métro et les bus. Il suffit de le recharger en fonction de ses besoins. La recharge minimum est de 20 yuan, environ 2,60 €, mais il peut être rechargé jusqu'à 100 yuan, presque 13 €. Ce pass n'offre aucun avantage financier sur le prix du ticket qui est de 2 yuan, 25 centimes d'euros. Il évite simplement à chaque fois de faire la queue. Nous sommes sur la ligne qui part du terminal Toho Chao et qui conduit à la station Sehui aux abords du centre de la capitale. En partant d'un bout de ligne de plus excentré, personne ne se bouscule dans les couloirs et dans les escaliers. Sur les quais, pas de foule, ni de queue. À l'arrêt de la rame, pas de bousculade, pour la sortie et la montée dans les wagons. Il est tôt dans la matinée et nous pouvons constater que le trafic routier qui mène au cœur de la capitale est fluide. Le trajet du métro nous offre un panoramique qui résume parfaitement la transformation de cette ville qui est habitée depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ et qui fut la capitale des dynasties Ming et Qing du XIV au XXe siècle. Pour distraire les voyageurs, il y a de très nombreux écrans de télévision qui diffusent des programmes variés. Progressivement, en nous rapprochant des abords du centre de la capitale, la rame se remplit. Les lignes aériennes pour pénétrer au cœur de Beijing deviennent souterraines alors que le nombre d'usagers augmente. Pourtant, nous sommes loin de l'heure de pointe. Aux correspondances, c'est un ballet ininterrompu.
Les larges couloirs voient s'amplifier le flot des voyageurs. Sur les quais, des colonnes se forment derrière des bandes jaunes pour garantir un minimum de sécurité. Pour s'assurer une place assise au départ des terminaux, les voyageurs s'engouffrent précipitamment. Pour sortir des stations, les voyageurs n'avancent plus. Ils piétinent dans des couloirs engorgés. Les escaliers qui mènent vers les sorties débouchent dans des halls où des barrières labyrinthes canalisent le débit, toujours par mesure de sécurité. Enfin, c'est le portique et son ouverture vers la liberté, grâce au pass ou au ticket. Certaines stations, moins fréquentées que celles du centre-ville, peuvent offrir quelques surprises. Ainsi, en prenant la direction du nord de la capitale, où se tient le centre olympique qui a accueilli les Jeux en 2008, nous surprenons dans un couloir un groupe de femmes se livrant sous la direction d'un professeur à la pratique des claquettes. Et notre curiosité ne fait qu'accentuer leur application à nous montrer leur talent d'amateur. Nous sommes donc en route vers le nord pour la station olympique sur la ligne 8 construite tout spécialement pour les Jeux. Cette ligne bénéficie de tous les aménagements modernes avec des accès aux rames protégés par des portes automatiques. Elle participe au développement du métro dont la mise en service de la première ligne date de 1969. Mais cette première ligne ne pouvait être utilisée que par les travailleurs porteurs d'une autorisation de leur unité de travail. Son ouverture au public, sans condition, débuta en 1981. Que de changements depuis lorsque nous voyons le soin et la recherche accordés à la décoration de cette station olympique. Cette station fut conçue et réalisée avec l'objectif de montrer le savoir-faire et la modernité de la Chine. Elle devait être une vitrine de la réussite chinoise aux yeux des nombreux étrangers venant du monde entier assister aux Jeux. Elle remplit bien ce rôle en 2008, mais depuis, elle n'est que peu fréquentée, contrairement aux stations du cœur de la capitale. Son accès à un environnement architectural où se mêlent le futurisme et le traditionnel. Le traditionnel avec des tambours qui représentent le tonnerre. Ils sont présents aux cérémonies ou lors de festivités. Ces tambours sont associés aux cloches, qui symbolisent l'harmonie universelle, avec le pouvoir d'exorcisme et de purification. Conformément à l'article 24 de la Charte olympique, le français est la langue officielle avec l'anglais. L'occasion de voir un panneau faisant référence au 7e arrondissement de Paris. À quelques centaines de mètres, la tour de la télévision se dresse, à l'avant du stade national de Pékin, surnommé le Nid d'Oiseau. Aujourd'hui, 4 ans après les Jeux, il est rongé par la corrosion. Mis à part cette érosion, l'architecture de ce stade de 80 000 places ne fait illusion que de loin. De près, ses poutrelles en béton et en acier n'ont rien de vraiment attirant.
En revanche, la reconstitution de Khoton, les petites maisons traditionnelles, ont bien résisté et résisteront mieux au temps. Après cette courte escapade hors du métro, nous y retournons une dernière fois. Et s'il n'y avait pas la concentration de voyageurs sur certaines lignes et aux heures de pointe, nous aurions presque du regret à le quitter, alors qu'il abandonne le monde souterrain pour réapparaître à l'extérieur, traversant la ville en surplombant de larges avenues. Car à présent, nous allons faire la découverte de la circulation automobile. Un autre monde, bruyant, polluant et saturé. C'est le matin de bonne heure d'un quartier excentré de la capitale que, comme nous l'avons fait avec le métro, nous prenons un bus pour rejoindre le centre. La circulation est fluide et ne montre pas encore ce que peut occasionner un trafic dépendant des 5 200 000 voitures immatriculées à Pékin, avec comme conséquence une pollution de l'air sans cesse croissante. Aussi, pour limiter cette pollution, voire tenter de la faire baisser, les autorités ont décidé de réduire de 240 000 à 150 000 le nombre des nouvelles plaques d'immatriculation attribuées chaque année. Des plaques d'immatriculation qui sont tirées au sort chaque mois lors d'une séance comparable à celle d'un loto. Cette réduction de la délivrance des plaques d'immatriculation devrait intervenir dès 2014, avec comme objectif de limiter à 6 millions le nombre de véhicules circulant dans la capitale en 2017. Depuis les bus, nous découvrons mieux la ville et ses nombreux buildings qui se dressent un peu plus nombreux chaque mois. Les bus, plus ou moins grands et confortables, ont en commun avec le métro des écrans de télévision qui diffusent des programmes variés. Il existe actuellement à Beijing plus de 800 lignes de bus. Le pass de transport acheté dans le métro est également valable pour les bus. Et si ce dernier n'offre aucun avantage financier sur le prix du ticket de métro, mis à part éviter de faire la queue à chaque fois, en revanche, il donne une réduction sur tous les bus de la ville, mais selon leur numéro. Ainsi, pour les bus dont le numéro va de 0 à 599, le prix du ticket est de 1 yuan, 13 centimes d'euros. Mais, avec le pass, il est ramené à 40 centimes de yuan, 5 centimes d'euros. Tandis que les bus allant du numéro 600 à 999, le prix est le même que celui du métro, 2 yuan, mais ramené à 80 centimes de yuan, 10 centimes d'euros. Toutes les lignes de métro et de bus qui ne font que croître à travers la capitale chinoise répondent à la demande d'une ville qui, en quelques années, a brutalement été bouleversée, alors que pendant 700 ans, elle n'avait pas changé. Le renouveau économique de la Chine ne se fait pas sans heurts. À Pékin, les bâtiments des vieux quartiers tombent sous les pics des démolisseurs et laissent place à des édifices modernes. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, des milliers de Pékinois ont dû quitter leur maison, leur quartier, devant le développement effréné de la capitale chinoise. Pékin s'invente une nouvelle identité. Si les buildings modernes poussent comme des champignons, il reste de vieilles HLM. C'est vers un groupe de ces bâtiments que nous nous dirigeons, en suivant une jeune chinoise qui nous invite à l'accompagner chez des membres de sa famille.
La cage d'escalier ne reflète pas le luxe, et les nombreux numéros inscrits au pochoir sur les murs laissent interrogatif. En fait, il s'agit de numéros de téléphone pour des publicités. Bien sûr, c'est interdit, comme le sont tous les tags sauvages. Nous sommes bien accueillis, comme t'en témoignent les plats appétissants et variés qui nous attendent. Mais le cadre est sans aucun charme et proche du Capharnaüm. Au dessert, nous mangeons des mooncakes, des gâteaux de la lune, qui s'offrent entre amis ou en famille chaque année le 22 septembre pour célébrer la nouvelle lune d'automne. Ce repas nous donne l'occasion de parler des nombreux marchés qui se tiennent dans la capitale. Certains sont à l'échelle de la ville. Impressionnant. Nous sommes ici dans une halle consacrée à la boucherie. Plus loin, nous voici dans le secteur de la volaille. Et ces poulets noirs sont baptisés poules de soie. La couleur naturelle de leur chair contraste avec celle de leurs plumes, toutes blanches. Nous passons ensuite à la triperie. Une autre halle se consacre entièrement aux crustacés, poissons et autres produits de la mer. Assez curieusement, non loin des crustacés, à côté des coquillages, nous voyons là des larves de vers à soie qui se dégustent grillées en brochettes. Ici, parfaitement alignés, nous avons des poissons fourreaux. La quantité et les variétés de poissons sont vraiment très nombreuses. Hormis les poissons, parmi les produits de la mer, nous trouvons des calamars, des encornets, des poulpes et des pieuvres. Il y a aussi la partie des aquariums qui conservent vivants toutes sortes d'espèces. Pour bon nombre des crustacés et des mollusques, nous les reconnaissons facilement lorsqu'il s'agit de crabes, de langoustes, de homards, ou de crevettes tigres. En revanche, nous restons interdits devant cette variété de mollusques bivalves. C'est un panope ou palourde royale. Ici, c'est un mets très raffiné, qui est généralement consommé dans la fondue chinoise ou en sashimi. Ce curieux animal qui vit enfoui dans le sable peut dépasser les 150 ans. À proximité, des anguilles et des congres grouillent et s'entrelacent. Mais nous ne sommes pas dans un musée océanographique. Tous ces animaux aquatiques sont destinés à être cuisinés. Et leur préparation commence sur place.
Hors des grands marchés, nombreuses sont les ruelles qui présentent des produits tout aussi variés, comme des escargots voisinant avec des larves de vers à soie, qui se retrouvent en compagnie de coquillages. Ces petits jarrets de porc bien appétissants sont cuisinés sur place, car de nombreuses petites cantines sont installées à l'extérieur. Ainsi, il est aisé, tout en se baladant, de faire ses courses ou de déguster. Après ce tour rapide dans le domaine de la nourriture et de la cuisine, nous replongeons dans le tumulte de la capitale, toujours en plein chantier, et où les buildings ne cessent de se construire. Fin 2008, on comptait déjà 900 immeubles de grande hauteur, et depuis 4 ans, le rythme des constructions ne s'est pas ralenti. Et cela touche tous les quartiers, même ceux préservés du centre, autour de la cité interdite, où la hauteur est normalement limitée à 10 étages. Dans les rues comme dans le métro, la surveillance est partout et les caméras vidéo sont très nombreuses, car l'une des obsessions du pouvoir, ce sont des attentats ou des émeutes possibles à Pékin ou dans des grandes villes de Chine. Pour poursuivre notre découverte de certains aspects de cette mégapole où les avenues se croisent et se surplombent, nous reprenons un bus. À sa descente, nous nous heurtons à un problème général et quotidien, la priorité des véhicules sur les piétons. Les marquages au sol, des passages protégés, sont totalement ignorés des conducteurs. Et ce comportement dangereux n'est pas réservé qu'à la capitale. Il faut profiter d'un espace dans le trafic pour traverser. Et encore, car même engagées sur un passage piéton, les voitures klaxonnent. Et c'est à vous à jouer au torero, ce qui amène souvent à être frôlé de très près. Avec ces voitures toujours plus nombreuses, nous pouvons nous demander combien de temps encore les cyclopousses vont pouvoir perdurer. Pourtant, ils sont bien pratiques dans les zones où les transports publics ne desservent pas tous les secteurs de quartier. Après avoir affronté la circulation, nous prenons la direction de l'un des hypermarchés de Beijing. Il s'agit d'une enseigne bien connue en France, Carrefour. Ici, le mot hyper prend tout son sens, et les publicités commencent dès les escaliers mécaniques. Une remarque importante concerne les prix. Pour bien comparer, il faut supposer qu'ils sont en euros, mais avec un euro valant 10 fois moins cher. Exemple, 1,89 devient 0,189. Mis à part le gigantisme, rien ne distingue vraiment cet hypermarché des magasins français du même genre. Il est à noter qu'aucun espace n'est perdu pour tenter le client, comme nous pouvons le constater le long de ce tapis roulant. La viande sous vide ou cuite, ainsi que la charcuterie, font la part belle au porc. Une chose à remarquer, les serveuses utilisent toujours un sac en plastique pour saisir les produits.
le rayon des poissons, mollusques et crustacés est divisé en deux parties, la vente traditionnelle et les produits vivants. Ici, rien d'étonnant à voir des tortues, qui font partie du menu des Chinois. Au rayon des fruits et légumes, rien de très dépaysant. À remarquer au passage quelques fruits exotiques, comme ces durians. Ce qui peut surprendre le plus, c'est le secteur pâtisserie, tarterie, sandwicherie et surtout boulangerie. La boulangerie avec ses pains, c'est la touche française qui remporte un certain succès. Mais le rayon des gâteaux secs et surtout des confiseries est une vraie surprise. Une surprise qui dénote une certaine gourmandise des Chinois pour les aliments sucrés. Puis c'est le moment tant redouté où il faut passer aux caisses. Une trentaine de caisses, qui voient s'étirer certains jours devant chacune d'elles 30 mètres de queue. Et il faut avoir la patience d'un Chinois pour attendre parfois presque une heure. Ensuite, il faut se jeter de nouveau dans le flot de la circulation et des transports urbains. Le métro aux heures de pointe étant effroyablement surpeuplé et souvent dans une chaleur étouffante, nous reprenons le bus. Un bus où, avec de la chance, et après avoir encore fait la queue, nous pouvons espérer avoir une place assise. Bientôt, nous allons pouvoir prendre pleinement conscience de la densité de la circulation, alors qu'il est un peu plus de 17h30. Nous avons environ 25 km à parcourir intramuros, et cela va prendre presque une heure au cours de laquelle la nuit va tomber, rendant le spectacle encore plus étonnant. Dans l'immédiat, nous sommes encore dans la partie centrale de la ville, où se dressent les plus grands et les plus spectaculaires buildings. L'histoire des gratte-ciel dans la capitale a commencé en 1959, avec l'achèvement de l'hôtel des minorités nationales. Puis, progressivement, d'autres constructions se sont dressées à un rythme modéré pendant 30 ans. En 1989, avec l'inauguration du China World Trade Center Tower, commença le début du premier grand essor de haute construction pouvant atteindre 150 mètres, la plus grande faisant 208 mètres. Cela dura pendant 10 ans. La seconde vague de haute construction débuta en 2004, avec 12 gratte-ciel dépassant les 150 mètres. La construction de tels édifices se poursuit aujourd'hui. En 2008, on pouvait déjà dénombrer 895 immeubles de grande hauteur.
septembre 2010, fut inauguré le China World Trade Center Tower 3, devenant la plus haute construction de la capitale avec ses 330 mètres. À l'est de la capitale et du quartier des affaires, le siège de la télévision, figurant parmi les 10 constructions les plus modernes, a été construit durant la même période que le stade olympique. Et comme nous pouvons le voir, sa forme très particulière l'a fait surnommer la tour Pantalon. Les minutes passant, lentement le trafic s'amplifie et les premiers bouchons commencent à se former. En partant du milieu, 6 périphériques desservent la capitale. Le 6e, qui ne figure pas sur cette carte, est éloigné du centre d'environ 15 à 20 km. Il fut mis en service fin 2009. Un 7e périphérique est déjà envisagé, et il sera certainement le premier à dépasser les limites de Pékin. Si les automobilistes ne respectent pas les passages piétons, ils ne sont pas plus respectueux des lignes blanches. Et leur manière de conduire est souvent anarchique. Plus étrange est de voir que la voiture qui nous précède n'a pas de plaque d'immatriculation. Et lorsqu'elle arrive à la hauteur d'une autre voiture blanche, sur la gauche, nous constatons qu'elle est également dépourvue de plaque. Non-respect des passages protégés, non-respect des lignes blanches, c'est à se demander s'il y a une épreuve du code de la route pour obtenir son permis de conduire. En conclusion, le comportement des conducteurs, lié au nombre croissant des véhicules, participe à une circulation très difficile à la sortie des bureaux. Mais bientôt, le soir tombant, le spectacle va devenir presque féerique. Presque féerique, puisque les milliers de véhicules, qui pour l'essentiel quittent le centre, illuminent et forment des rubans de lumière. Ce flot presque ininterrompu de véhicules couvre environ 550 km de périphérique, le 6e faisant à lui seul presque 190 km. De l'intérieur d'un bus, le spectacle est encore plus captivant, car, ayant une bande de circulation réservée, il double ces milliers de petits feux rouges, qui accompagnent la fin de notre journée dans la capitale chinoise. Laissant derrière nous la grande mégapole qu'est Pékin, plus généralement appelée Beijing, nous prenons la direction du sud-ouest pour rejoindre le petit village de Nanzhang à environ 120 km. C'est par car que nous effectuons l'essentiel du parcours, ce moyen de transport étant le plus direct et le moins coûteux, 36 yuan, soit un peu moins de 5 € pour parvenir à la grande ville la plus proche, Dingxing. Après environ 3 heures de route, nous terminons le parcours dans un minibus qui dessert de petits villages par une voie étroite et à peine carrossable. Nous sommes à une époque de l'année où le maïs est en pleine récolte. Une bonne occasion de découvrir l'un des aspects de la Chine rurale. Aussi étrange que cela puisse paraître, Shu Tainan, qui a choisi de se faire appeler Jen et qui m'invite chez ses parents, m'a averti que les paysans de Nanzhang seraient certainement surpris de me voir car je serais le premier étranger à me rendre dans leur village. Mais c'est de façon discrète, avec le sourire, que je suis accueilli et observé.
Suivant Jen, en compagnie de sa jeune nièce et de son jeune neveu, c'est une succession de 3 cours qu'il faut traverser pour parvenir au corps du bâtiment principal. Trois cours encombrés d'épis de maïs qui attendent d'être mis en silo. Pousser le rideau qui masque l'entrée, c'est une large pièce qui s'offre au regard. C'est la plus grande de la maison et elle fait office de salon. À gauche se tient une petite cuisine où la sœur cadette de Jen, âgée de 31 ans, est en pleine préparation culinaire. C'est l'occasion de découvrir que le lieu ne possède aucun confort et aucune modernité. Le déjeuner qui se prépare va être l'occasion de faire connaissance avec une grande partie de la famille. La première à apparaître, chargée d'un lourd panier rempli d'épis de maïs, c'est la mère, Shioing, âgée de 62 ans. Ensuite, c'est le père, Chun, âgé de 58 ans. Assis sur la banquette lit, le fils et le Benjamin, âgé de 26 ans. L'un des gendres, marié à la fille aînée de 33 ans, à côté de sa fille de 8 ans, puis un ami de la famille, enfin Jen, âgé de 29 ans. Le repas sera copieux et délicieux. Le père a une double activité. En effet, en plus d'être cultivateur, il est le pharmacien du village. Jen me conduit jusqu'à son officine, où il pratique à la fois la médecine traditionnelle et la médecine moderne. C'est dans la première pièce que se tient cette dernière. La médecine traditionnelle, plus confidentielle, est dans la pièce du fond, comme par discrétion. Je suis avec quelqu'un qui fait de la médecine traditionnelle. Et derrière, on a toutes les boîtes qui servent pour la composition des plantes et des potions. Dans ce tiroir, nous trouvons des trichosantes, ou serpents végétales, une plante grimpante tropicale de la famille des cucurbitacées. Ainsi, des dizaines de tiroirs renferment des plantes séchées, des écorces, des racines, voire des insectes séchés de la famille des arachnides anthropodes, comme ici des scorpions. Chacune des boîtes abrite un secret sur les effets de son contenu. C'est toute une connaissance, voire une science, qui permet à celui qui en maîtrise le savoir de choisir ce qui sera remédier à telle ou telle maladie, tel ou tel mot ou douleur, et qui saura faire les bons mélanges après avoir réduit en poudre dans un mortier les ingrédients choisis. L'aspect de la pièce où sont rangés les médicaments contraste par un semblant de modernité avec des piles de boîtes soigneusement disposées sur des étagères. Et l'informatique apporte une touche finale au décalage qui existe entre médecine traditionnelle et moderne. Mais les Chinois, dans leur sagesse, savent préserver la première et accepter la seconde. Un autre point sur lequel les Chinois s'accordent, c'est sur la réalisation de raviolis. Et nous retrouvons la sœur cadette, et visiblement la meilleure cuisinière de la famille, qui, après avoir confectionné une pâte, débite celle-ci en morceaux pour en faire de petites galettes. Les petites galettes seront ensuite fourrées avec divers ingrédients selon les goûts, mais avec une dextérité propre à chacune de celles qui viennent apporter leur aide.
哎。 Au final, c'est toute la gente féminine de la ferme qui vient participer à la fabrication de plusieurs plateaux de raviolis. Des raviolis avec souvent différentes formes. Et comme le dîner sera visiblement gargantuesque, les hommes ont prévu en accompagnement une bonne bouteille d'alcool de riz. Le lendemain matin, les raviolis nous ayant tous gavés de sucre lent, nous allons pouvoir nous atteler à la lourde tâche qui va consister à ensiler les épis de maïs qui envahissent une grande partie des cours. L'opération d'ensilage va consister à faire monter sur l'un des toits, par pelleté, une grande partie des épis pour les enfermer dans des cages circulaires faites de grillage. L'opération est simple, mais chaque pelleté d'environ 3 kg devient à force de répétition assez physique. How do you take the picture? Un premier silo terminé, il faudra encore plusieurs heures pour dégager partiellement les cours et voir 3 jolies tours jaunes d'or coiffer le toit servant de stockage. Beaucoup d'énergie dépensée sera suivie d'un déjeuner copieux et varié. Car viandes diverses, poissons, soupes, différents légumes, raviolis et même cacahuètes peuvent composer un repas. La banquette à l'arrière-plan devient un lit commun pour la famille la nuit venue. Et l'hiver, il est chauffé par un gros poêle, que nous voyons ici et qui se tient dans la cuisine voisine. Les grappes de raisin posées sur ce dernier ne viennent pas de la ferme. En revanche, les kakis qui finissent de mûrir, sur le rebord de la fenêtre, viennent du palque minier, qui s'élève de l'autre côté de cette même fenêtre. À son pied pousse un capsicum. Il s'agit d'une variété qui donne des piments. Le travail d'ensilage reprend, mais faute de place sur le toit, un ami de la famille élabore et réalise une grande cage, en recyclant des barres et des tubes de fer, qu'il assemble en les soudant à l'arc. Le lieu pour accueillir ce nouvel entrepôt a déjà son emplacement de prévu dans la seconde cour, devant l'un des tas de maïs qui n'attend plus que son installation. Et dès la cage en place, le travail à la pelle peut recommencer.
Tout ce qui est ainsi stocké est destiné à la vente. Pour ce qui est de la consommation de la famille durant une année, 1200 kilos environ sont mis en sac, avant d'être entreposés sur le toit de la ferme. Et autant dire, pour ceux ou celles qui souhaitent entretenir leur forme, que l'ensilage et le stockage du maïs est un excellent exercice physique. Et comme toujours, le travail terminé, c'est un bon repas qui nous attend. Il est composé de plusieurs assiettes, de têtes de chou-fleur, des tiges coupées de cibettes avec des lamelles de poivron, de concombres, de porc, enfin de poulet. À la fin du repas, le père me montre des pierres à la forme étrange. Claires ou foncées, elles ont toute leur partie supérieure découpée et presque lisse. Elles proviendraient de la rivière Jonghichoe, toute proche. Le travail du maïs étant terminé, tôt le lendemain, en compagnie de Jen, nous partons pour la rivière. Sur le parcours, le père m'apprend que dans le lit de cette rivière Jonghichoe, on trouve aussi des morceaux de poterie datant de 7000 ans, c'est-à-dire de 6500 à 5000 avant Jésus-Christ. Certes, à cette époque, la culture de Sichan s'étendait sur ses bords, mais de là à y trouver des artefacts remontant à cette période semble étonnant. Arrivé à destination, à travers la brume matinale, j'ai l'énorme surprise de ne pas apercevoir d'eau. Et ma surprise se transforme en stupéfaction lorsque j'apprends que la rivière, que je devine immense, de la taille de certains fleuves, est à sec depuis quelques années. C'est donc dans le lit même de cette rivière, dont les parties près des bords sont couvertes de plantes, que nous avançons à la recherche de morceaux de poterie. C'est le bruit d'un camion qui finit d'ajouter à ma surprise. Lorsque j'apprends que le lit de la rivière, longue d'environ 30 km, est exploité en partie comme carrière de limon. Mais c'est avec le lever de la brume que se découvre réellement la largeur de la rivière Jonghichoe. Se pose alors la question de la raison de son assèchement, tout en mesurant l'étendue de la carrière créée. Si ce qui apparaît comme un désastre écologique ne peut qu'inquiéter, des véhicules de chantier s'observent avec curiosité, car, avec leur aspect suranné, ils ne sont pas dénués d'un certain charme. Du côté de la découverte de morceaux d'ancienne poterie, nos recherches ne sont pas vaines, mais il faut avoir le regard exercé pour en distinguer parmi les cailloux et le limon.
Reste un mystère, l'origine et la date de ce que nous découvrons. C'est une question que je me pose après 2 heures passées dans le lit de la rivière, alors que nous rentrons, un sac chargé de notre butin. Ce n'est qu'au retour à la ferme que nous étalons nos trouvailles. Et notre récolte est pour le moins variée, sans pouvoir en déterminer le style et l'âge. En ce dimanche, c'est jour de marché. Une nouvelle occasion, en compagnie de Jen et son père, de découvrir l'animation hebdomadaire du village, en parcourant la rue principale. champagne blanc. Comme toujours, parmi les étalages, nous trouvons des sucreries et des gâteaux. En nous arrêtant devant l'étalage de ce vendeur de kaki, nous avons la confirmation que le début octobre correspond à la pleine saison de leur cueillette. Déambuler dans ce marché nous a mis en appétit. Et alors que ce jeune garçon récupère des pommes, nous rentrons déjeuner pour déguster une spécialité chinoise, le Huaguo. Le Huaguo est une fondue chinoise, mais aussi toute une cérémonie. Sur la table, dressée dans la pièce principale, a été branché un appareil électrique sur lequel est posée une marmite contenant des morceaux de gingembre avec des herbes aromatiques, sur lesquelles est versée de l'eau bouillante. C'est la première phase. Ensuite, des sauces avec de la coriandre hachée et tout ce qui va accompagner la fondue est déposé sur la table. Ainsi, côte à côte, nous avons plusieurs assiettes de patates douces, de tofu, de vermicelle de soja, de choux chinois avec des cébettes, des cacahuètes, des rondelles de saucisson et principalement des tranches fines de jambon de mouton. La seconde phase alors commence avec le passage à table. Et dans l'eau bouillante de la marmite sont ajoutés tous les ingrédients progressivement au fur et à mesure du déroulement du repas. C'est un vrai régal, et avec de l'alcool de riz et de la bière comme boisson,
La fondue chinoise est un plat copieux et roboratif. Campé. 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 哎，真棒！咱能吃了不？啊，说干杯说的真棒，来，把你分享给我。 Ayant fait le plein d'énergie, l'après-midi va être consacré au ramassage des derniers épis de maïs qui restent encore au champ. Ce travail de récolte du maïs va être l'occasion d'apprendre qu'il existe deux techniques de cueillette. La première, celle pratiquée par la famille de Jen, consiste à détacher les épis au sol après que les tiges aient été coupées. Et bien que semblant facile, cette récolte qui se fait courber ou accroupie en progressant sur les tiges et les feuilles est très vite épuisante et demande de surcroît une certaine endurance. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet de broyer les feuilles et les tiges sur place pour en faire de l'engrais. La seconde technique voit la cueillette des épis directement sur les tiges dressées. Avec cette seconde méthode de récolte, les tiges ne sont coupées qu'après. Elles sont ensuite regroupées en bottes et une fois sèches, sont employées pour divers usages. Et pour les moutons, toutes les tiges et les feuilles de maïs laissées sur place semblent un vrai régal. Dans les champs, il n'est pas exceptionnel d'apercevoir de petites stèles. Elles marquent l'emplacement d'une sépulture, le propriétaire d'un champ pouvant se faire enterrer dans celui-ci, ce qui est le cas pour la grand-mère de Jen. Les cultures sont très variées. À côté de la récolte de maïs qui se poursuit, nous trouvons tout un champ de piments. Il voisine avec un champ de coton. Nous pouvons voir ici des capsules à différents stades. C'est lorsque celles-ci s'ouvrent, laissant échapper les graines, qu'apparaît, blanche, la bourre, recouverte de fibres. Des fibres qui seront filées avant de devenir des étoffes. Un peu plus loin, ce sont de jeunes pousses d'arachides qui sortent de terre. Tandis que de la dernière récolte, les résidus séchés forment une énorme meule. Sur les chemins et les petites routes qui mènent aux champs, c'est un balai continu de paysans allant et venant sur leurs carrioles à cheval. De retour au village, le père de Jen me présente à des voisins, afin de me montrer quelques animaux.
Si l'âne est beau et caressant, les bêtes de ferme sont très peu nombreuses. Ce qui confirme que je me trouve parmi des cultivateurs et non pas des fermiers ou des paysans éleveurs. 你想的什么门难过？这好种么的吧？那饼来讲吧。 Même le poulailler, pas très grand, n'est guère peuplé. 肯定他告诉我找别人来，他让他们纯毛就讲出来，他不讲，也没讲呀。我说这。En revanche, on est très fiers de me présenter des cochons. Il faut avouer que la taille de celui-ci est impressionnante. Un peu plus loin, son compère est presque maigre en comparaison. Quant aux vaches, elles sont presque inexistantes. Les 3 que nous avons croisées étaient attachées dans un verger. S'il paraît étonnant de voir si peu de bovins à la campagne, la surprise la plus grande et la plus inquiétante est visible dans ce même verger. C'est la pollution. Et cette pollution se rencontre au bord de tous les chemins. S'y mélangent principalement des papiers, des canettes et surtout des plastiques. C'est dans les champs que nous retournons pour achever ce séjour à la campagne. Les tracteurs comme celui-ci sont rares. Et généralement, les cultivateurs se les partagent à tour de rôle. Ils sont loués. Et le problème est d'en trouver de disponibles lorsque le travail le nécessite. Ce qui est le cas des parents de Jen, qui ont dû batailler pour en obtenir un afin de semer leur blé. Aux grains de blé sont incorporés différents granulés d'engrais, à base de phosphate, mais aussi des fongicides, voire des herbicides. Ces savants mélanges terminés, les 2 semoirs sont approvisionnés. Et, selon les semis effectués, la couleur des mélanges varie. Pour un profane, cela fait penser un peu à de la chimie. Le travail s'effectue sous l'œil vigilant du père de Jen. Abandonnant le bruit du tracteur, je découvre un paysan qui arrive avec sa carriole à cheval. Il vient visiblement travailler dans son champ, mais tout laisse à croire qu'il exerce son travail à l'ancienne. Et je deviens vite le témoin de tout un art qui a disparu depuis longtemps de nos campagnes. Car l'homme décharge une herse en bois, qu'il va de toute évidence atteler à son cheval.
L'attelage en place, notre homme se rend à son champ pour le herçage de celui-ci selon une pratique ancestrale. Il va ainsi reproduire les mêmes gestes que bien d'autres dans le passé. En témoigne cette gravure chinoise, montrant un paysan debout sur sa herse, tiré par un buffle. En voyant ce paysan tel un surfeur glisser sur les sillons de son champ pour en briser les mottes de terre, nous sommes plongés, face à ce travail d'un autre âge, dans une remontée dans le temps. Et nous ne pouvons que constater l'immense fossé qui sépare aujourd'hui la vie dans les grandes villes chinoises à celle de ses campagnes.